Bon, ben, bonjour Alessandro, hein. Bonjour. Euh, Déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me dire voilà qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Alors, je m'appelle Alessandro Barbucci, je suis italien, mais je travaille dans la BD franco-belge depuis quelques temps. Je travaille depuis 25 ans dans le dessin. J'ai fait du storyboard, de la publicité, des jeux vidéo, mais surtout de la BD. Pour Disney avant, pour la BD franco-belge maintenant. Et, euh, et voilà, et je continue. Et comment est-ce que tu as appris le dessin? Tu es parti d'où? Alors, moi, j'ai une préparation très basique. Disons que j'ai fait un lycée artistique et j'ai commencé à travailler tout de suite à 18 ans. Parce que j'ai contacté Disney avec mes dessins et on m'a fait confiance très vite. Donc, j'ai appris beaucoup sur le terrain euh, à travers mes erreurs, à travers ce que je voyais publier. Et voilà, j'aurais voulu faire une académie des beaux-arts, mais en fait, j'ai commencé à travailler tellement vite que ça m'a empêché de continuer à étudier. C'était un peu dur d'apprendre tout seul, mais voilà. Tu peux raconter justement les difficultés que tu as rencontrées dans ton apprentissage? Mais bah, disons que mon lycée, c'était assez bien parce qu'on est resté 4 ans à faire du dessin en pur. Donc, on n'a pas fait des couleurs, on n'a pratiquement pas fait des peintures. On est resté vraiment presque à tirer des lignes pendant 4 ans. Mais à partir de là, effectivement, dans la BD, dans l'animation et tout ça, j'ai appris chez moi en copiant beaucoup. En essayant de copier pas bêtement, mais en calquant, essayer de reconstruire les masses, reconstruire les perspectives avec le papier calque sur des planches que je trouvais qui marchaient bien, selon moi, qui avaient sur moi un effet plus fort que d'autres. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Et donc, avec le papier calque, je construisais les masses, la composition, les poses anatomiques que j'ai aimées, j'allais les décrypter de la même façon. Et du papier calque, je construisais masses, la ligne dynamique, le squelette. J'ai fait ça, en fait. J'ai décrypté ce que moi, j'ai aimé pour comprendre c'était où les secrets qui faisaient qu'un dessin marchait plus que l'autre. Et après, j'ai développé des passions personnelles et j'aimais beaucoup les pin-up des années 50. Et là, encore, quand il y avait un pin-up que j'aimais plus qu'une autre, j'ai essayé de comprendre pourquoi, c'était quelle pose que j'ai préférée. Alors, j'ai découvert qu'effectivement, c'était les poses, c'était le regard, c'était une certaine pose de la tête. Et j'allais reconstruire tout ça. Par rapport à l'animation, la récitation est très importante. Du coup, il y avait les cassettes vidéo à l'époque. Oh mon Dieu. Là, j'avais acheté un bon lecteur avec une bonne pause fixe. Et j'ai bloqué des scènes entières des films d'animation et je les redessiné photogramme par photogramme pour essayer de comprendre comment ce mouvement que j'ai aimé avait été créé. J'ai fait ça aussi sur des films par rapport à des acteurs particulièrement expressifs. Je me rappelle certains films où il y avait une scène où un acteur communiquait une émotion particulièrement forte. Et du coup, j'ai bloqué les photogrammes et j'ai essayé de recopier l'expression. Je travaillais beaucoup comme ça chez moi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement dans ton apprentissage? Mais le plus difficile a été de découvrir tout ça, tout seul. J'aurais bien aimé quelqu'un qui me fasse sauter quelques étapes et me donnant. J'imagine que pour tout ça, il y avait déjà des solutions, des techniques répertoriées, et des raccourcis, et je ne connaissais pas. J'ai perdu. Je n'ai pas perdu de temps, mais j'ai passé un temps fou à faire tout ça. J'aurais peut-être pu aller plus vite avec des conseils, mais en fait, je ne faisais même pas d'atelier. Je travaillais vraiment chez moi et j'allais livrer mes planches dans une autre ville, en plus à Milan. Et j'ai rentré chez moi et j'ai tout, je me suis formé tout seul. D'accord. Alors, dans ta carrière, est-ce que tu peux me parler
déjà d'une part des difficultés que tu as rencontrées au début de ta carrière, si tu en as rencontré, et puis ensuite des succès que tu as rencontrés? Ben, les difficultés, c'est ce que j'ai dit, donc découvrir la technique juste à travers l'observation et l'expérimentation. Oui, ça a été plus vite avec quelques bons conseils. Et les difficultés qu'on peut tous rencontrer quand tu as décidé que tu veux commencer à être professionnel et tu dois te faire un réseau, rencontrer les éditeurs, les producteurs, ou qui que ce soit qui puisse te donner un boulot, te montrer un contrat. Et, mais c'était en partie, en fait, moi j'aime les difficultés, c'était en partie très excitante pour moi d'aller avec mes dessins, faire le tour des festivals. Et si je savais qu'il y avait tel auteur ou tel éditeur présent, je faisais du tout pour le rencontrer et lui voler quelques minutes pour montrer mes dessins. J'aimais ces défis. Je me disais, j'aimerais, comme dans un film américain, me déguiser à un serveur pour pouvoir m'introduire à la fête des éditeurs et lui filer les planches sous l'assiette et faire un coup de théâtre à l'américaine. Je n'ai pas au besoin d'aller jusqu'à là, mais j'étais prêt à le faire, à passer par la fenêtre pour rentrer, connaître la personne que je voulais connaître. Et, euh, et en fait, ça paye parce qu'après, bon, quand tu es jeune et tu le fais de façon sympathique, j'ai fait quelques couillonneries comme ça et le résultat était drôle parce qu'après, l'auteur en question, elle est morte de rire. Je suis arrivé à filer mon numéro de téléphone avec un dessin, quelques auteurs que j'aimais bien, qui après m'ont réappelé parce qu'ils ont trouvé ça, ils ont apprécié l'initiative. Donc, au-delà de la technique, une fois que tu crois avoir ces techniques, il faut de la motivation, hein, parce que c'est vraiment pas facile de rejoindre après les personnes qui te feront passer professionnel. D'accord. Et ton travail aujourd'hui prend quelle forme? Mais là, je suis principalement sur la BD. J'ai laissé un point derrière les audiovisuels, c'est assez frustrant. Parce que c'est des grosses équipes où on perd vite le contrôle de ta création. La BD te permet d'être auteur complet, d'écrire ton univers, de le développer, écrire presque un peu ce que tu veux dans une énorme liberté dans la bande dessinée que je n'ai pas trouvé dans la télévision, encore moins dans le cinéma. Et après, une chose que je suis en train de développer, c'est un retour à l'enseignement. J'ai enseigné il y a quelques années à l'Académie Disney à Milan. C'était une expérience très, très intense. Et là, je vais retourner à échanger ça avec mon public. Et donc, je m'occupe des masterclass et des formations. Justement, comme j'ai dit, comme moi j'ai dû faire tout seul, j'aimerais pouvoir en échange aider les nouveaux artistes pour lui donner ce que moi j'aurais aimé avoir et j'ai pas eu, c'est-à-dire quelqu'un qui te donne des bonnes suggestions, qui t'aide à t'épanouir plus rapidement et de façon plus puissante. Super. Tu peux m'en dire un peu plus quand même sur ton travail, parce que tu es très très modeste. Combien tu vends d'albums par an de BD? Ben là, en ces moments, ça dépend des séries. En fait, moi, je fais une série pour Disney qui est restée très, très célèbre, qui s'appelle Les Witch. Elle était dédiée à un public des féminins jeunes. Et là, on a fait beaucoup des millions, des copies, mais c'est Disney qui a les droits d'auteur. Mais en Italie, ça vendait 500 000 copies par mois. Et donc, sur une année, ça faisait déjà 6 millions. Et après, il a été publié dans 120 pays. Je ne savais même pas qu'il y avait 120 pays sur la planète. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus, sauf un été traduit dans toutes les langues. Où il y avait du papier imprimé, on a imprimé le Witch. Et maintenant, maintenant que je fais la bande dessinée, les chiffres sont plus basses, mais on a le droit d'auteur, on a la liberté qu'on n'a pas chez Disney. Et donc là, on a une série qui s'appelle Echo. Je crois qu'on est au tome 7. On doit avoir dépassé les 300 000 copies tout ensemble. C'est quand même de belles chiffres pour un marché qui est un peu en contraction. Les tomes 1, on a dépassé les 60 000.
c'est beau parce que, comme je t'ai dit, là, c'est où on s'épanouit vraiment. Il n'y a pas les compromis, le marketing, la puissance publicitaire des Disney, mais on peut faire ce qu'on veut. Et quand tu trouves le public avec tes personnages, des personnages très personnels, c'est une belle satisfaction. D'accord. Et il y a eu, alors je sais pour en avoir discuté un petit peu, qu'il y a t'as aussi pas mal, enfin, pas mal de tes créations ont été reproduits sur des produits dérivés, tu as des dessins animés, tu peux me citer un petit peu tout ce à quoi tu as participé de ce côté-là? Donc, si j'avais quelque chose derrière moi, je n'ai pas préparé ça. Et ben, le Witch, il y a il y a deux séries d'animation. Après, il y a une autre série sur laquelle j'ai gardé les droits d'auteur et qui marche encore maintenant. Depuis 2003, on n'a pas arrêté. Ça s'appelle Monster Allergy. Et c'est né comme série BD. Et elle a été adaptée en série d'animation. Il y a eu deux saisons coproduites avec Cartoon Network. Il y a eu Warner Bros. Dedans. Et maintenant, elle passe encore maintenant sur Netflix. Et de là, oui, on a eu les sacs à dos, les agendas. Franchement, c'est un des passages qui m'amuse le plus. C'est les produits dérivés. On gagne rien, il faut le savoir. Parce que l'auteur prend la pourcentage sur la pourcentage que le producteur percevra du producteur de l'objet. Donc, il y a une dispersion d'argent hallucinante. Mais la satisfaction d'avoir les objets, ma fille va à l'école avec le sac à dos, avec mes personnages, on a les agendas, la maison, les peluches, c'est drôle, c'est une belle émotion. Après, ça dépend. Moi, j'aime beaucoup les bidules comme ça. Ma maison est pleine. Et du coup, quand je peux les avoir avec mes personnages dessus, ça m'amuse. Mais oui, ils ont fait plein de poupées. Ça a été une des plus grandes émotions de ma carrière. Voir les poupées dans les supermarchés d'un personnage dont tu as choisi la couleur des cheveux, les pantalons et le caractère, et après tu le vois dans sa boîte. Ça a été bon, c'était drôle. D'accord. Est-ce que tu as eu le sentiment de te transformer en progressant justement en tant qu'artiste? Quelle transformation est-ce que tu as noté et comment est-ce que tu as gagné en confiance justement? Alors, parfois, tu as l'impression d'aller en arrière. Mais parce que c'est vrai que quand tu évolues, tu perds un peu l'insouciance de tes premiers projets. Parce que le plus tu comprends, en fait, le plus tu décryptes comment tu travailles. D'un côté, tu vas beaucoup plus rapide, mais tu perds un peu l'effet surprise. Oui, j'ai gagné en rapidité, c'est-à-dire que maintenant, j'essaie associer, par exemple, un certain design à la psychologie du personnage pour plutôt que faire 400 personnages et laisser la sélection naturelle faire son travail, je vais plus droit, quoi. C'est par rapport à la psychologie du personnage, je le sens déjà et je sais déjà à peu près comment je dois le dessiner. Et c'est quoi la question? C'était par rapport à la notion de confiance en fait, parce que Ah oui, oui, non, la confiance, ça c'est, ah oui, ça c'est bien. Après, j'ai pas eu que il faut dire que j'ai pas eu que des succès, loin de ça, j'ai pris plein des coups sous la gueule, et donc la confiance va et vient. Ça s'est un peu établi en balance, en centre, c'est-à-dire quand tu as 20 ans et tu te lances, tu as, une confiance presque aveugle, et, mais c'est plus hormonal. À 40, tu as plus confiance par rapport à ce que tu as compris de ton travail, de comment ça marche, c'est de la psychologie des êtres humains qui est en face de toi. Et par contre, dans le parcours, tu as eu des succès, tu as eu aussi plein d'échecs, donc il faut savoir décrypter sans que ça te paralyse. Alors ça, je l'ai tout dit vachement autour de moi aussi. Je vois mes collègues, arrivé à un certain âge, on avait pu effectivement, la crise a affecté beaucoup tout le marché, l'animation, l'éditorie et tout. Il y a pas mal qui sortent des grands succès des années, première décade, années 2000.
et qui maintenant baissent énormément dans les ventes et qui donc sont un peu dans la panique. Et ça les affecte beaucoup dans la création. C'est-à-dire, ils cherchent les succès à tout prix. C'est la meilleure façon pour ne pas le trouver. C'est-à-dire, si tu penses aux ventes, si tu penses à ce que le public veut et tu crois le savoir, c'est exactement là où tu te plantes parce que tu oublies toi-même. Et ça, je le vois constamment autour de moi. Et je ne dis pas que c'est facile à gérer parce que je risque souvent de tomber dans la même erreur quand tu as fait des succès. Après, tu te dis, bon, voilà, j'aurais fait la même chose. Et au fait, non. Parce qu'un succès est né dans un moment magique et ce n'est pas reproduisable 10 ans après, ni 2 ans après. C'était toi, en ce moment-là, qui arrivait à communiquer ces magies. Mais toi, 2 ans après, tu es déjà quelqu'un d'autre. Tu vas communiquer autre chose. Tu dois être toi-même dans les moments actuels. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Mais c'est important de rester soi-même. Et de communiquer. Le cœur, ça paraît banal à dire, mais le cœur, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut communiquer et pour laquelle le public nous sera le plus reconnaissant toujours. Donc, pensez vraiment à communiquer honnêtement et pas à chercher la formule magique de la vente parce que ça ne marchera pas. La vente se fait quand tu es honnête dans ta création. Est-ce que tu crois au talent? Au talent, Oui. mais écoute, on m'a dit toute ma vie que j'avais un grand talent et que c'était grâce à ça que j'avançais et blablabla. Et en fait, tu arrives à un certain âge où tu as vu toutes les formes et en fait, maintenant, j'y crois presque plus. Pas dans les talents, j'ai été né et sachant dessiner, c'est absolument pas vrai. Je te raconte une anecdote. Moi, j'ai grandi avec ces idées que moi, j'ai dessiné totalement différemment de tous mes camarades à l'école, quoi. J'ai ce souvenir de moi qui faisais des dessins tellement au-delà de mon âge. Et donc, il y a quelques temps, on est passé chez ma mère avec ma compagne et ma mère a sorti ces fameux dessins. Et quand j'allais à l'école, et ma compagne est morte de rire. Mais elle m'a dit, mais tu dessinais comme tous les mondes, comme ta fille dessine mieux à ton âge. Genre, en fait, tout m'a rempli la tête avec cette histoire, c'était pas vrai du tout. Et là, je me rends compte que en fait, c'était pas vrai. J'ai dessiné comme les autres gamins, mais j'ai dessiné plus. D'un côté, les dessins me correspondaient plus. C'est pas que j'ai dessiné mieux, c'est que j'ai dessiné plus et je m'exprimais plus à travers les dessins. Donc, effectivement, je mettais de l'humorisme, j'aimais inventer, mais j'ai copié aussi beaucoup, effectivement, tout comme les autres. Donc, non, je ne crois pas que tu peux se mettre avec un talent pour le dessin. Je crois que ça peut te correspondre plus que notre forme expressive. Ça, oui. Il y a ceux qui, la musique, ça lui correspond le plus. Il y a ma fille, le sport, ça lui correspond beaucoup. Et moi, c'était les dessins. Donc, forcément, je l'ai développé. Après, les talents, ça, je sais pas, c'est aussi un. Non, franchement, plus j'y pense, plus je crois que non, on a tous le même potentiel des talents. Ça dépend de plein de facteurs et ça dépend beaucoup d'arriver, comme je disais avant, à s'exprimer, quoi. Vraiment à s'ouvrir et à donner de soi. Et c'est ça le talent, en fait. C'est ça qui laisse les gens choqués et qui les gens aiment. Tous ceux qui me disent, ah, mais moi, en tout cas, j'ai pas de talent, tu vois, dans la phrase, ils ont déjà renoncé. D'un côté, ils ont peur de s'ouvrir, ils ont peur d'essayer, et c'est ça qui fait qu'ils ne le feront pas. Mais ce n'est pas le talent, c'est un état d'esprit, c'est le vouloir le faire, c'est essayer, c'est donner, de ne pas avoir peur du ridicule, de vouloir s'améliorer. C'est ça. Donc, sur ça, on a tous le même potentiel, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui démarre et qui envisage de faire une carrière artistique? Quels conseils est-ce que tu pourrais lui donner, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue confiance en soi et état d'esprit? Voilà. Quels conseils tu donnerais? Ce serait quoi les trois conseils clés que tu donnerais à quelqu'un qui démarre et qui justement part de rien en quelque sorte, part de zéro? Alors, techniquement, bah, il faut y aller, il faut expérimenter. Il faut écouter, il faut faire ses devoirs, écouter très bien ses profs, prendre absorber un maximum de
tout le monde qui est mieux que toi. Et c'est comme un sac, il faut vraiment le remplir un maximum, quoi. Après, le style personnel, ça viendra. Les plus on absorbe, les plus on pourra effectivement créer son propre style personnel. Mais je n'ai connu qui avaient poussé en fait, certaines notions par peur de perdre leur style personnel. Ben, je ne crois pas du tout, quoi. Ton style personnel, tu pourras le développer quand tu auras absorbu, on dit ça, le plus possible. Donc là, il faut une grande humilité à la base pour pouvoir être absorbé. Niveau motivation, c'est le plus beau métier du monde. Il faut y croire. Voilà, aujourd'hui, je vis à Barcelone. Je suis né dans une ville qui était déjà très belle. Je me suis déplacé dans une autre. Après, je suis parti vivre en France. Maintenant, je vis en Espagne. Et ça, c'est un métier qui te permet de faire ça. Je voulais aller vivre aux États-Unis. J'aurais pu. Je suis allé, je suis retourné. J'ai des copains qui sont partis à vivre en Inde, au Japon. Tout est fait, tout en dessinant. Pour la publicité, les jeux vidéo, l'animation ou la BD, quoi que ce soit. Un artiste a le monde à sa disposition. Ça, pour moi, comme motivation, c'est suffisant. Après, évidemment, la possibilité de faire un travail qui te passionne et à travers lequel tu peux t'exprimer, c'est quelque chose de fondamental. Et, euh, et ça, le fait de s'exprimer, pour moi, c'est le conseil ultime. C'est-à-dire, OK, la technique, OK, la motivation aussi économique, du travail, etc. Mais surtout la possibilité de s'exprimer et donc de le faire, d'utiliser tous les moyens et les médias qu'on a pour mettre du soi, quoi. Même parfois, tu as même des travails, au début surtout, on t'accepte des travaux qui sont des boulots qui ont l'air beaucoup moins créatifs. Et bon, il faut utiliser chaque occasion, qui est même la plus banale, la plus médiocre, il faut la rendre créative. Il faut mettre un peu de soi dans tout. Tout devient un exercice, tout sert beaucoup à s'améliorer, même en tant qu'être humain, à se comprendre. Et ça, c'est mon règle de base. On ne peut pas communiquer aux autres, on ne peut pas raconter une histoire si on ne se connaît pas très, très bien. Et un dessin et une histoire. Donc, ceux qui disent ah non, mais moi, je ne veux pas raconter, je veux dessiner. Ben non, tu dessines quoi que ce soit, tu es en train de raconter. Dessiner, c'est raconter, quoi qu'on fasse. Donc, pour raconter, il faut se connaître, il faut vivre, il faut s'ouvrir. Bref, il y a de tout. C'est la vie, quoi. Dessiner, c'est la vie. Raconter, c'est la vie. Il faut vivre. Sortir, vivre. Super. J'ai juste, ton propos m'amène une dernière question. Est-ce que tu penses que le dessin est le socle fondamental, finalement, de tout départ, enfin, toute création au sens large du terme, puisque tu as beaucoup parlé, je sais que tu as collaboré à d'autres projets. Le dessin, c'est le socle, et puis derrière, en effet, il y a l'animation, il y a la vidéo, il y a les jeux vidéo, il y a le game design, il y a le motion design, etc. Quel est ton avis sur la question? Surtout qu'aujourd'hui, on voit bien que y a des jeunes qui pourraient être tentés de se dire non, non, mais moi, je passe directement par la case informatique. Oui. Ah non, ouais, j'en ai connu hein, maintenant, ça se peut avec Photoshop. Tu prends des photos sur Google, tu les mélanges, tu mets des filtres, tu as créé des images, une nouvelle image, même des personnages. Mais non, le dessin, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, c'est ancestral, c'est une des premières activités de l'être humain. Si on a la possibilité de le faire, je ne vois pas qu'est-ce que tu peux faire de mieux, quoi. OK, il y a des boulots qui peuvent être résolus plus facilement avec 3 images photoshopées. Mais si tu as 10 minutes au matinée pour aller dans un musée avec ton crayon et ton cahier à copier des œuvres d'art, essayer de comprendre, de décrypter, comme je disais tout, c'est franchement, qui n'a jamais essayé, il faudrait qu'il essaye pour voir l'émotion que ça peut te faire. C'est pas un hasard qu'on dessinait dans les grottes quand encore on parlait même pas. C'est vraiment, vraiment ancestral. C'est quelque chose on peut exprimer son âme
à travers le dessin. Et c'est vraiment un média tellement puissant à travers lequel on peut raconter l'univers entier. Donc, il faut l'utiliser. Moi, je trouve que c'est oui, c'est le maillon qui unit 1000 boulots différents. Et si tu veux aussi encore donner aux jeunes un conseil malin, comme il y a plein qui croient que dessiner c'est devenu obsolète, et ben si tu sais dessiner, tu passes devant tout le monde. Parce que tout simplement, c'est vrai qu'il y a une belle génération qui se prépare des artistes qui pensent pouvoir travailler sans dessiner, qui arrivent même à travailler sans dessiner. Mais ceux qui arrivent à faire la même chose sur Photoshop et en plus savent gérer un crayon, ils ont déjà une marche en plus dans le travail. Donc, oui, il faut surtout pas la sous-estimer. Merci beaucoup, Alessandro.